tous, bienvenue dans Déclic. Vous aurez peut-être reconnu derrière moi la cathédrale de Clermont-Ferrand. Et oui, nous sommes de retour en Auvergne. Après la coopérative de mai samedi dernier, nous nous rendons au FRAC Auvergne, le Fonds régional d'art contemporain, et ce, à l'occasion d'une exposition exceptionnelle qui ouvre ses portes d'ailleurs aujourd'hui. Elle est consacrée aux artistes d'après la Seconde Guerre mondiale et à leur vision du corps humain. Nous allons bien sûr rencontrer des passionnés, et ça c'est juste après le billet de Luc Hernandez. Le problème avec l'art contemporain, c'est qu'on sait quand il est contemporain, mais on n'est pas sûr quand il est de l'art. Si la Terre est bleue comme une orange, en matière artistique, on n'est jamais trop sûr qu'elle tourne bien rond. Prenez ces carrés blanc sur blanc, on dirait davantage une mauvaise publicité pour une machine à laver, plutôt qu'une œuvre d'art qu'on aurait envie d'accrocher dans son salon. À se demander parfois si on serait pas un peu Miro, Joan Miro, évidemment, le peintre espagnol. Miro, justement, lui, il l'a bien connu. Lui, c'est Jean-Louis Prat, un des plus célèbres commissaires d'exposition au monde. Il fut l'ami de Miro, mais aussi de Picasso, de Georges Braque, de Marc Chagall ou encore de Francis Bacon, et il a décidé ici de regrouper des œuvres de ces artistes exceptionnels pour fêter les 25 ans du Fonds régional d'art contemporain. Le FRAC Auvergne, nous y sommes, et l'Auvergne, c'est une région que notre invité connaît bien. Bonjour Jean-Louis Prat. Bonjour. Vous êtes né en Auvergne, paraît-il? Eh oui, tout peut arriver. Vous êtes le commissaire de cette exposition qui ouvre ses portes aujourd'hui. On l'a dit, son titre c'est Un corps inattendu. On verra en quoi elle consiste tout à l'heure. Je voulais faire un petit peu rapidement, et ça va être difficile, votre CV. Alors, il y a la référence qui tue dans votre CV, puisque vous avez été pendant 35 ans à la tête de la Fondation MAG à Saint-Paul-de-Vence. Pour les non-initiés, qu'est-ce qu'on peut dire de la Fondation MAG? Que c'est l'œuvre d'un couple de mécènes qui s'appelait d'un couple Aimé et Marguerite Mag. Oui, Marguerite et Aimé Mag qui ont rencontré l'art, qui ont vécu avec, qui ont vécu avec les artistes et qui ont su redonner tout le plaisir qu'ils avaient eu de le rencontrer en mettant en scène un lieu unique, probablement un des plus beaux lieux au monde, avec un grand architecte, José Luis Sert, et puis l'aide aussi des artistes qu'ils avaient rencontrés et défendus, c'est-à-dire Alberto Giacometti, Joan Miro, Marc Chagall, Georges Braque. Et bien d'autres, on n'en fera jamais le tour. Il y en a, ne serait-ce qu'ici, dans cette exposition, on les apercevra tout à l'heure, il y en a 31 que vous avez réunis. Ils vous ont rencontré aussi, les MAG, et ils ont bien fait, parce qu'apparemment vous avez fait ce qu'il fallait pour rester longtemps avec eux, puisque vous avez organisé des expositions. Oui, j'ai eu toutes les chances de vivre, je dirais, auprès d'eux et de vivre avec les artistes et d'avoir dans ces rencontres des moments de plaisir qui font que dans la liberté la plus extrême, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est les conditions d'ailleurs pour rester. Et c'est ce que j'ai pu faire pendant 35 ans. Alors vous êtes resté jusqu'en 2004. On va pas s'étaler longuement sur les raisons de votre départ. On va dire qu'il y a eu des petites divergences de goût. Voilà. Est-ce que le deuil est fait aujourd'hui ? Mais il n'y a jamais eu de deuil. Je vous préviens. Il y a eu un deuil. On part pas comme ça après 35 ans sans une petite larmichette, sans un petit regret. Alors, si vous voulez me faire pleurer, je dirais non. Je dirais que quand vous avez accompli quelque chose pendant de nombreuses années et que vous avez la certitude de l'avoir fait dans la plus grande liberté, il y a un moment, il faut savoir partir quand vous n'êtes plus certain de garder cette liberté. C'est tout. Voilà. Et donc je l'ai gardé, je suis parti de moi-même, donc il n'y a pas du tout de problème. J'avais décidé. Quand vous avez dit je m'en vais, on a dû vous tomber dessus pour vous récupérer, et vous avez dit non. Moi, je veux être commissaire d'exposition indépendant, c'est-à-dire que la liberté, c'est un luxe, ça n'a pas de prix. Ben, vous savez, la liberté, c'est toujours quelque chose d'exceptionnel, et puis il arrive à un certain âge où on doit la garder encore plus que lorsqu'on est jeune. Et j'ai appris cela en vivant avec les artistes. Les artistes ont tous le sentiment qu'ils ne peuvent rien faire sans avoir une extrême liberté. Donc, même cette exposition est le reflet de cette liberté.
Alors, cette exposition est ici, à Clermont-Ferrand, au cœur de l'Auvergne. Vous êtes né à Issoire, vous en êtes parti un beau jour pour aller à Paris. Vous avez été commissaire-priseur, je crois. Après, vous êtes allé à Saint-Paul-de-Vence. Qu'est-ce qui vous reste de l'Auvergne aujourd'hui, s'il y avait une impression, un sentiment? Il me reste tout. Il me reste, vous savez, ce qu'on peut attendre de son sol, de là où on est né. C'est-à-dire une vérité par rapport à un lieu, par rapport à sa famille, bien sûr, ça c'est évident, par rapport à des parents extraordinaires que je n'ai plus. Et oui, l'Auvergne est un pays rude, est un pays difficile. Les gens qui constituent ce sol sont oui, tous très travailleurs, ils sont très ardents comme ça, il leur manque peut-être un peu de curiosité quelque part, parce que vivant dans un pays difficile, eh bien ils ont donné beaucoup et ils ne savent peut-être pas aller au-devant des œuvres ou de la création. Donc vous avez quitté l'Auvergne, j'ai dit vous êtes allé à Paris, vous êtes ensuite allé à Saint-Paul-de-Vence. Qu'est-ce qui vous reste des 35 ans de Saint-Paul-de-Vence aujourd'hui? Oui, il me reste tout là aussi. Vous savez, c'est une sédimentation, c'est une accumulation de choses, de faits. Et quand vous vivez dans ce milieu au quotidien d'une manière naturelle et que vous rencontrez, que vous vivez avec Joan Miró, avec Marc Chagall, c'est pas pour citer les plus importants historiquement. Ceci n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de côtoyer des artistes qui mettent en scène leur vie pour ce qu'elle a de mieux, c'est-à-dire qu'ils défendent absolument ce qu'ils sont et ils nous transmettent finalement ce que nous sommes. Mais il faut le regarder avec attention parce que chaque pas qu'ils font, chaque journée est quelque chose de neuf qu'ils mettent en scène en vivant cela sans penser au succès, sans penser à l'argent, sans penser à tout ce qu'on peut dire maintenant. Tout ce qu'on voit aujourd'hui comme ça? Non, mais tout ce que je ne pense pas d'ailleurs que ce soit spécifique à aujourd'hui. À la fin du 19e siècle, il y a eu probablement la même chose qu'il y a maintenant avec Internet. Vous savez, lorsqu'est apparu à la fin du 19e siècle le train, la voiture, l'avion, lorsqu'il est apparu cette industrialisation extraordinaire où il y a eu des gens qui ont inventé un monde nouveau. Tout le monde croyait qu'on allait vers un monde extraordinaire. C'était vrai d'ailleurs. C'était vrai, mais il y a eu, je dirais même, peut-être cette même folie. Et cette même folie qu'il y a aujourd'hui avec Internet et le sentiment que on va vers un monde neuf, vers quelque chose d'extraordinaire. Oui, probablement, mais il y a aussi des excès. Et il y a les excès, et il y a aussi cette confusion peut-être qui est faite aujourd'hui entre ce que l'on appelle l'art moderne et l'art contemporain. Oui. Et l'art contemporain, on a toujours pensé que quand on parlait, par exemple, d'art contemporain, il était forcément moderne. Or, l'art contemporain... Oui, l'art moderne correspond à une période très précise de l'histoire. Pas du tout. On est moderne ou on ne l'est pas. Et je dirais que la modernité peut appartenir à l'art contemporain, mais elle peut être aussi cette contemporanéité faite de conventions et d'académisme. Donc, alors, la modernité, c'est quoi votre définition? La modernité, c'est ce qui fait que vous passez à travers le temps et que vous ne participez pas à la mode. Et que vous créez quelque chose qui devient essentiel et qui devient un jalon formidable parce que vous avez à ce moment-là quelque chose qui sert d'appui pour les générations futures. On peut être contemporain et complètement ringard. Si vous voulez. Bon, je ne veux pas particulièrement. Mais bien sûr, mais bien entendu. Et je dirais tant mieux aussi. Tout le monde ne peut pas être créateur, et il y en a énormément, et Dieu sait s'il y a des gens importants. Maintenant, le temps fait bien les choses, le temps remet en place les choses, voilà. Le monde de l'art n'est pas le monde du pardon, disait René Char. Eh bien, il est vrai que lorsque vous avez cela, ça ne pardonne pas. Pour ceux qui trichent, pour ceux qui ne disent pas la vérité, il y a quelque chose qui ne marche plus. Alors, cette exposition, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 31 artistes, une soixantaine d'œuvres à peu près. Oui. On verra tout à l'heure comment vous les avez réunis. Quand le FRAC Auvergne est venu vous voir en disant « Est-ce que vous ne voudriez pas faire une expo chez nous ?» C'était une carte blanche, c'est-à-dire que vous avez fait ce que vous avez voulu. Comment est-ce que vous avez réagi? Vous avez dit oui tout de suite ou vous avez hésité un instant? J'ai dit oui tout de suite parce que c'est Henri Chivray qui est le président et Jean-Charles Venn qui en est le directeur. M'ont dit voilà, ça serait bien de faire quelque chose en Auvergne, d'amener des chefs-d'œuvre que peut-être on voit moins souvent ici.
Bon, pourquoi pas. Mais l'idée, évidemment, c'est... Quand vous faites une exposition, il est très important de connaître le lieu dans lequel vous allez travailler. Je n'ai jamais fait une exposition sans aller voir le lieu. Donc vous êtes venu avant, vous avez fait le tour, vous avez dit... Oui, bon, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Parce qu'il est évident qu'on fait dire à des œuvres, on entretient un dialogue entre une œuvre et une autre. Mais faut-il encore savoir ce que l'on va vouloir dire? Et il faut dans ce cas-là construire une idée, construire une histoire, et l'histoire ensuite vous amène à faire des choix. Cette histoire, vous nous la raconterez dans un instant. Auparavant, on va rencontrer justement Jean-Charles Vergne, qui est le maître de ces lieux, pour le découvrir un petit peu mieux, ce lieu. Jean-Charles Vergne, bonjour. Merci de nous accueillir ici au FRAC Auvergne. Alors FRAC, ça veut dire Fonds Régional d'Art Contemporain. C'est quoi un FRAC? Parce qu'il y en a plusieurs en France. Oui, il y en a dans toutes les régions de France. Ce sont des institutions qui ont été créées au début des années 80, tout simplement pour pallier à une lacune. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, quand on voulait aller voir de l'art contemporain, il fallait se rendre à Paris ou dans quelques musées de province qui s'étaient risqués à l'époque à acheter de l'art contemporain. Donc il y avait un manque. Et donc ces structures ont été créées pour pallier à ce manque. Les FRAC sont des institutions qui ont principalement 3 missions. La première, c'est de constituer une collection d'œuvres d'art de haut niveau, contemporain. Donc vous avez de grandes réserves, des grandes caves, pour stocker tout ça. Voilà. Cette collection, ensuite, il faut la montrer. Il ne s'agit pas de la stocker, il faut la montrer, la faire circuler, donc sur l'ensemble du territoire régional. Des belles salles comme ici. Voilà, donc ici, mais partout ailleurs dans la région. Et puis la troisième mission, qui occupe également pas mal de temps, c'est une mission de pédagogie et de sensibilisation de tous les publics à la création actuelle. Et là, j'allais dire, il y a du boulot. Parce que la relation entre le grand public et l'art contemporain, c'est pas simple. Est-ce que c'est en train d'évoluer? Parce qu'on a tous en tête cette vision d'une corde à nœuds qui descend du plafond, ou de ces grandes toiles de 30 mètres sur 20, toutes blanches sur un mur blanc. C'est un peu une vision caricaturale de l'art contemporain. Mais est-ce que ça c'est en train d'évoluer un petit peu? Oui, considérablement. Depuis plus d'une dizaine d'années, on a vu apparaître assez progressivement, mais de manière de plus en plus intense, des articles sur l'art contemporain dans à peu près tous les organes de presse qui existent. Maintenant, vous ouvrez pas un magazine sans avoir quelque chose qui parle d'art contemporain. Donc, il y a vraiment une démocratisation qui s'est effectuée. Et je crois que les institutions de type FRAC ou Centre d'art ont vraiment contribué à faire venir le public le plus connaisseur comme le plus novice. Et toutes les actions qu'on mène en permanence, notamment avec les plus jeunes, permettent d'éduquer. Parce que vous savez, c'est Picasso qui disait l'art c'est comme le chinois, ça s'apprend. Donc il y a vraiment, on n'est jamais devant une œuvre illuminée subitement. Non, il y a vraiment un apprentissage. C'est comme le bon vin, il faut pratiquer pour pouvoir apprécier les choses et se forger surtout un jugement critique, parce que c'est finalement la chose la plus passionnante dans l'art, c'est qu'on vous demande votre avis. C'est-à-dire que personne ne peut vous imposer que telle ou telle chose soit un chef-d'œuvre. C'est à vous d'en décider, mais c'est là que ça se complique. C'est que là, à partir du moment où vous donnez votre avis, il faut que vous soyez capable en même temps de dire pourquoi. Pourquoi est-ce que j'aime? Pourquoi est-ce que je n'aime pas? Pourquoi est-ce que pour moi c'est de l'art ou ça n'en est pas? Voilà. Donc je crois que c'est un vaste terrain de liberté. Voilà. Et en fait, nous on essaye au quotidien de donner aux gens les clés qui leur permettent d'appréhender au mieux ces œuvres-là. Alors le FRAC Auvergne existe depuis à peu près 26 ans, bientôt 26 ans. Ça fait 1 an que vous avez intégré cet endroit absolument magnifique qui est juste à côté de la cathédrale de Clermont-Ferrand. Quasiment 1 an, c'est quasiment un anniversaire, et donc cette exposition tombe bien. Vous avez donné carte blanche à Jean-Louis Prat. Moi j'aimerais savoir pourquoi lui, et j'ai une petite idée de la réponse. Je crois que c'est grâce à lui que vous êtes intéressé à l'art. C'est faux? Oui, non, c'est exactement ça. À l'âge de 17 ans, moi, j'avais jamais été au musée. Voilà, c'est quelque chose qui se pratique pas vraiment dans ma famille. À l'âge de 17 ans, je suis tombé un peu par hasard sur un catalogue. C'est la première fois que j'ouvrais un livre d'art de toute ma vie, et c'était un catalogue d'une exposition conçue par Jean-Louis Prat, qui s'appelait L'œuvre ultime et qui présentait les dernières œuvres d'un certain nombre d'artistes extrêmement connus. Et ça a été vraiment une grande découverte. Une illumination. Oui, un déclic, parce que d'un seul coup, j'ai vu pour la première fois, je me souviens, des peintures de Francis Bacon ou des sculptures de Giacometti, et ça entrait en résonance avec toute une littérature que j'aimais beaucoup à cette époque-là, qui était celle de Camus, de Sartre, de Ionesco ou de Beckett, cette littérature qu'on a appelée la littérature de l'absurde, qui présentait comme ça un certain état de l'humanité. Et subitement, les portraits de Bacon ou les sculptures de Giacometti entraient en résonance avec ça. Et donc ça a vraiment déclenché quelque chose qui est devenu une passion par la suite. Ouais. Mais écoutez, le résultat est là. On va l'écouter maintenant, nous en dire davantage sur cette exposition et sur ses choix. Merci Jean-Charles Vergne. Merci.
Alors, Jean-Louis Prat, on a fait durer un petit peu le suspense. Vous allez nous dire maintenant comment est née cette exposition. On nous le disait, vous avez fait le tour du FRAC Auvergne et vous vous êtes dit, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir leur apporter? Alors, la réponse est venue tout de suite ou pas? Non, pas du tout. J'ai réfléchi avec, j'en ai parlé avec Henri Chibret, avec Jean-Charles Vergne. L'idée était de trouver un sujet. Vous ne pouvez pas aligner des tableaux, qu'ils soient abstraits ou figuratifs, donner du sens, sans vous dire quel est le sens, oui, quelle est l'histoire que l'on va raconter. Alors bon, l'histoire que je raconte là, d'ailleurs à travers Un corps inattendu, n'est pas du tout une histoire exhaustive. Ce n'est pas non plus quelque chose qui raconte complètement cette histoire-là. C'est un choix que j'ai fait par rapport à des expositions ou des artistes que j'ai pu rencontrer et aimer, que j'ai toujours défendu. Car il y a une chose en art également qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la fidélité qui compte. Par rapport aux choix qu'on a pu faire, même très jeune. Je n'ai jamais changé d'avis par rapport à des jugements que j'avais pu porter sur des artistes que je voyais travailler et qui mettaient toute leur âme et tout leur cœur dans une création qui est évidemment difficile et éminemment difficile parce que il continue et il faut se renouveler. Donc l'idée de faire des choix, l'idée de faire un choix par rapport à ces rencontres et de les faire vivre ensemble, c'était une idée que j'avais. J'ai hélas été obligé de ne pas faire participer certains artistes parce qu'il m'aurait fallu davantage d'espace. Oui. Il fallait d'espace, puis il fallait faire des choix. Donc il fallait faire des choix, il fallait rester cohérent, il fallait que le public également. C'est comme un film ou comme un livre. Si vous avez à vous demander les difficultés qu'a eu l'écrivain ou le cinéaste qui propose un document, un film, ça n'est pas bien. Il faut que ça puisse se lire en ayant la sensation au moins que l'histoire se poursuit et qu'elle est compréhensible. Vous racontez une histoire ici, Un corps inattendu. Le principe, c'est de voir de quelle façon les peintres d'après la Deuxième Guerre mondiale ont montré le corps humain. C'est ça. Si j'avais été juste, il fallait partir de Cézanne ou de Van Gogh, ou partir des Demoiselles d'Avignon, de Picasso. Mais il est vrai que ce siècle a traversé tellement d'horreurs qu'il s'est passé tellement de choses que 2 guerres mondiales ont modifié la manière de penser, la manière de représenter. Alors justement, qu'est-ce qui a le plus changé? Qu'est-ce qu'elle raconte, cette exposition? Elle raconte une chose importante, c'est qu'un artiste doit toujours rester libre, indépendant. Et elle raconte que chacun a sa vérité, que chacun raconte ce qu'il est, non pas ce que vous êtes ou ce que je suis, ce qu'il est lui-même. Et je dois dire que cette vérité-là tient à son sol. Vous me demandiez tout à l'heure qu'est-ce que j'ai retiré de l'Auvergne. J'en ai retiré, j'espère, le meilleur. Mais je dirais que chacun, qu'il soit... il y a toutes les nationalités dans cette exposition. Donc je n'ai pas compté d'ailleurs le nombre de représentants européens ou américains. Mais chacun dit ce qu'il est et il raconte avec beaucoup de justesse, je dirais, la façon dont il voit le monde, la façon dont il voit l'autre. Alors, ce sont ces vérités accumulées et qui, lorsque vous en prenez plusieurs, créent quelque chose d'intéressant parce qu'il y a à la fois des oppositions, des rencontres et quelque chose qui se passe qui donne un côté généreux. Est-ce qu'on veut dire que la vision de chacun des artistes de leur monde, à l'arrivée, si on additionne toutes ces visions, on a une image du monde de l'époque ou pas? C'est ça? On a une image très juste. On a une image très juste. Vous savez, c'est un peu le quiproquo qu'il y a eu à propos de l'art moderne. C'est-à-dire que avant, les gens rentraient dans un musée d'art moderne et disaient on n'y comprend rien, parce que ça semble si différent de l'un à l'autre que finalement qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe une chose, c'est ce qui explique pourtant pourquoi il y a peut-être autant de monde maintenant dans les musées, c'est parce que ce sont ces vérités accumulées qui amènent à une vérité presque unique. Et une vérité, la sensation que quelque chose se passe avec ces gens qui s'engagent pour eux-mêmes, à rester eux-mêmes et qui nous font vivre des moments intenses. Alors pour ne pas trafiquer cette vérité, il fallait faire des choix qui fassent qu'à l'arrivée, justement, on avait quelque chose de cohérent et de vrai. Comment est-ce que vous avez effectué ces choix? Comment est-ce que vous vous êtes dit, pourquoi est-ce que je vais mettre Ernest Pignon-Ernest et Miro et Jean-Michel Basquiat et... Alors, parce que d'abord, je les ai présentés à la Fondation très souvent. J'ai fait, pour la plupart de ces artistes, ou des expositions monographiques, ou ils ont participé à des expositions thématiques. Donc je voulais rester aussi dans ce que j'avais fait, et par rapport à ce qui suit, à cette histoire-là.
Et l'idée de les présenter, eh bien, je dirais ensemble, est dictée aussi par la lecture du lieu. Il est certain que Ernest Pignon occupe cet espace parce qu'il a des dessins, mais que je ne pouvais pas y mettre des grandes œuvres, des grandes toiles. Alors c'est pas son problème, mais il fallait essayer de grouper, de faire vivre comme ça un ensemble qui est non pas disparate ou incohérent, mais qui pourrait apparaître hétéroclite et qui en fait retrouve son unité parce que chacun ajoutant comme ça un mot à l'autre, il y a une lecture poétique qui se passe. Alors vous aviez quand même pas mal de contraintes. Vous l'avez dit, le lieu définit le lieu. Oui, mais le lieu, c'est bien d'avoir des contraintes par rapport à un lieu. Il faut toujours en avoir. Ça, c'est pas faux ce que vous dites. C'est que plus on a de contraintes, plus on est obligé de faire des efforts et en général, meilleur le résultat est. Oui. Donc la prochaine fois, ils vous donneront 2 pièces et je suis sûr que ça sera encore mieux. Je ne sais pas. Je crois qu'il vaut mieux avoir un peu plus d'espace, mais je dirais que ce qui est bien, vous pouvez raconter quelque chose de très bien, une nouvelle, peut-être. Si vous lisez une nouvelle de Guy de Maupassant, c'est aussi bien qu'un livre, qu'un grand bouquin. Alors qu'est-ce qui a été le plus difficile pour monter cette exposition? Est-ce que ça a été de choisir les œuvres ou est-ce que ça a été tout ce qui est après, tout ce qui peut être les contraintes matérielles, c'est-à-dire d'avoir les accords pour les obtenir en temps et heure, les questions d'assurance, etc. Non. Ce qui nous apparaît peut-être nous en premier. Ce qui est difficile, c'est de bâtir une exposition, de se dire qu'est-ce qu'on va faire pour que ça soit possiblement cohérent, une fois de plus. On revient à cette lecture que doit être pour le public et par rapport à soi-même. Donc il fallait que je trouve évidemment les œuvres dont je rêvais et que je pouvais proposer à un public qui ne les voit pas souvent, mais de les faire vivre ensemble en opposition ou dans des rencontres inattendues là aussi, et que d'un seul coup le langage de l'un fortifiait le langage de l'autre et que cette histoire devenait possiblement juste et qui avait à la fin le sentiment qu'on avait participé à une certaine aventure. C'est tout. Donc ça, c'est votre travail, c'est le plus difficile pour vous. Mais en fait, nous, on se dit, c'est son boulot, finalement, il le fait bien. Tout ce qui nous apparaît, Ce qui est intéressant après, c'est de trouver, évidemment, de convaincre les collectionneurs. Alors, est-ce que ça, c'est gagné d'avance ou pas? Là, c'est votre réseau que vous faites jouer, c'est 35 ans de Fondation Mag. Ça a été facile, ça? Vous direz que ça a été facile? Rien n'est facile. Personne ne veut prêter une œuvre pour l'envoyer dans une exposition. Ouais. Vous allez voir avec un musée ou un collectionneur privé. Pour une simple raison, c'est se priver d'une œuvre importante pendant un certain temps. Donc, vous l'avez dans votre maison, vous l'avez chez vous, pourquoi la prêter? Et un musée, pourquoi prêter telle œuvre aussi qui attire un certain public? À partir du moment où vous allez au-devant des gens, au-devant des conservateurs, au-devant des collectionneurs que vous connaissez, il faut les connaître évidemment, mais que vous leur expliquez ce que vous voulez faire, ils participent à la même aventure. Et ce qui est bien, vous savez, c'est à la fin, lorsque vous rencontrez le collectionneur ou l'artiste qui a participé à cette aventure et qui vous dit « Eh bien, tu as bien fait de me convaincre de venir et de participer à cela. » Donc, tous ceux qui vous ont prêté des œuvres aujourd'hui l'ont fait, enfin aujourd'hui, pour cette exposition, l'ont fait à contre-cœur, mais ils l'ont fait quand même. Ils ne l'ont pas fait à contre-cœur. D'abord, en général, je dirais, c'était vrai en tout cas pour un grand nombre de collectionneurs. Le collectionneur qui achète, il sait qu'il a la chance de posséder, il sait mais c'est aussi pour un certain temps. Qu'est-ce que l'éternité? On n'en sait rien. Donc il faut faire partager avec d'autres. Ils le savent et ils ont tout fait pour cela aussi. Et donc de prêter, de participer à une aventure comme celle-ci, eh bien donne le plaisir. C'est quelque chose de valorisant quelque part. Qu'est-ce qui vous satisfera, vous, à l'issue de cette exposition, si elle est réussie? Ça voudra dire quoi, justement, réussi? Je ne sais pas ce que c'est que réussi, mais je dirais que moi, je serais heureux que les gens, le public qui vient là, se dise, tiens, finalement, on s'est déplacé, on a découvert quelque chose. Le sentiment de la curiosité est que, finalement, il y a aussi une rencontre ou d'un seul coup, un coup de cœur. Et puis l'idée peut-être que l'on peut aller plus loin en lisant, en se documentant, en allant voir d'autres expositions. C'est ça l'intérêt d'un événement comme celui-ci. Et ce sera ma dernière question. Parmi toutes les œuvres qui sont ici, elle est un peu facile comme question, un peu téléphonée. Est-ce qu'il y en a une que vous préférez, qui vous est particulièrement chère? Non. Parce que, non. On est dans un métier où on a la chance de découvrir les œuvres en devenir, demain. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt celle que je vais trouver demain.
Mais je ne vous dis pas ça comme une réponse désinvolte par rapport à votre question, qui certes est pertinente, mais je dirais que, évidemment que la jeune fille s'évadant, je l'ai vu créer dans l'atelier de Miro aussi, je pourrais vous dire que c'est celle-ci, mais il n'y a pas de raison que ce soit celle-ci qui vienne en avant. Vous n'avez pas d'attachement particulier aux œuvres ? Non, parce que dans le métier que je fais, on est obligé d'aller toujours de l'avant et de découvrir des œuvres. Alors ce qui constitue le passé constitue mon histoire, mais me permet de dire que ça me fait raison garder aussi lorsque je regarde l'avenir. Mais c'est une belle fin d'émission. Cette exposition est donc ouverte aujourd'hui, samedi 2 avril. C'est jusqu'à 26 juin. Vous pouvez la voir, n'hésitez pas, c'est à Clermont-Ferrand, c'est au Frac Auvergne. Merci infiniment, Monsieur Prat. Merci au Frac Auvergne, moi, de m'accueillir, voilà. Oui, je pense que... Ah, mais si, mais vous savez, dans la vie... Non. Je pense qu'ils sont ravis de vous accueillir. Ils sont ravis, moi je suis ravi d'y être, voilà. Merci infiniment en tout cas. C'est la fin de ce déclic. On se retrouve samedi prochain, non pas en Auvergne, mais toujours en compagnie d'un Auvergnat, un très très grand photographe. Il s'appelle François Rousseau. Passez une très bonne semaine. On se retrouve tout à l'heure à 12h05 pour Déclic Cinéma avec Luc Hernandez. À tout à l'heure.